quelque chose comme ça. Et il y a eu un jugement, je l'ai carrément, là, c'est à la page 1160, et c'est bien écrit que la vraie monnaie, c'est l'argent scriptural. L'argent scriptural, c'est de l'argent nominal. C'est en lettres. Donc, il n'y a pas de chiffre là-dedans. Si vous avez un chèque devant vous, quand tu écris ton montant 1000 $ en lettres, OK, ça, c'est scriptural. Et quand tu mets 1000 $, 1 0 0 0, ça, c'est numéraire. Ça, c'est fiduciaire. Et sur un chèque, même si tu marques 10 piastres, là, 1 0, puis tu marques 1000 $ en bas, 1000 $ en lettres, c'est le 1000 $ qui compte. C'est pas le 10 piastres sur le coin, là. Oui, c'est comme ça. C'est très, très intéressant. Et je peux vous montrer comment on en fait de l'argent avec ça. Parce qu'il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Vous savez? Parce qu'oubliez pas une chose, c'est que... Elle trouve ça drôle. Écoute, c'est comme ça. Normalement, si je veux finir mon histoire sur le scriptural, il y a 23 millions de dollars par jour de transactions en fiduciaire. Savez-vous combien qui se transigent par jour en argent scriptural au Canada? J'ai bien dit 23 millions fiduciaires. Hein? 23 millions, c'est pas en mer à boire, là. En transaction, en billets de banque, puis en monnaie, là. Le cours légal. Mais le cours illégal, combien vous pensez par jour? Puis je vais vous dire, il y en a 179 milliards de transactions scripturales par jour transigées ici, et vos impôts sont là-dessus. Dans le fond, écoutez, quelqu'un vous reproche de ne pas payer vos impôts, on vous dit, regardez, vous me devez 50 ou 100 000 $. Si tu arrives avec l'équation que j'ai, avec la fameuse réserve, puis ça, la réserve, tu vas la chercher à ta Banque du Canada. Tu peux l'avoir tous les 15 jours, elle est toujours à jour. Donc, tu dis, regarde, il y a tant là, moi j'ai le droit à tel montant par rapport à la population canadienne, je vous donne ça, je viens de payer mon impôt. La seule chose qu'il y a, c'est que l'impôt ne se paye pas en billets de banque. Ça se paye par la banque. OK? Il n'y a pas personne qui peut payer en billets de banque de l'impôt. J'ai niaisé un petit peu sur un sujet comme ça, où il y a un de mes clients qui m'a dit, écoute, j'ai payé, tu sais, il faut que j'ai de l'impôt à payer. Donc, moi, j'ai téléphoné. J'ai dit, regardez, j'ai dit, il devait 35 000 $. J'ai dit, je vous l'ai envoyé dans une boîte. J'ai dit, vous êtes supposé d'avoir reçu l'argent. Pas vrai. J'ai jamais mis 35 000 $ dans une boîte pour leur envoyer ça. Mais étant donné qu'il n'y a pas de loi, puis qu'ils me volent, puis qu'ils me mentent, j'ai le droit, honnêtement, des bourrer. Pas de leur mentir, des bourrer. Comme on se fait bourrer. Donc, je leur ai dit, regarde, je vous ai envoyé ça dans une boîte, il y a quelqu'un qui l'a ramassé chez vous, c'est un voleur. Envoyez-moi mon reçu. Ça presse. Sinon, vous m'avez volé 35 000 $. C'est pas évident. Écoutez, ça patinait à l'autre bout. Hein? Ils ne m'ont pas rappelé. J'ai jamais reçu mon reçu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, écoute, la boîte, elle est fictive. Comme l'argent scriptural est fictif. Et la monnaie qu'il y a là-dedans de 35 000 $, c'est fictif. Comme l'argent scriptural est fictif. Donc, est-ce que c'est moi qui est en faute ou c'est le gouvernement qui est en faute? Qui vous parle de ça, de l'argent scriptural? Il n'y a pas personne qui vous parle de ça. Tu travailles pour une entreprise. Vous avez des dépôts directs dans votre compte de banque. Hein? Ton employeur, il dit, moi, je fais un dépôt direct. Ton salaire, il est déposé direct dans ton compte. La journée, tu vas dire à ton boss, non, paie-moi un chèque. Il va dire, non, toi, je te congédie. Il gagne un problème à quelque part, ça ne marche plus, dehors. Ils ne veulent pas. C'est toujours des dépôts directs. Puis ça ne m'étonnerait pas aujourd'hui que le gouvernement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense qu'il n'y a plus personne qui est payé en chèque. Hein? C'est tous des dépôts directs. On ne devrait pas accepter ça. Parce qu'il n'y a pas de billet de banque là-dedans. C'est comme les cartes de crédit, hein? Le fameux papier commercial. Complètement ahurissant, ça. C'est ça qui a déséquilibré à peu près tout le monde ici. Quand le gouvernement, comment il est smart, hein? Ici, à la Banque du Canada, il y avait des billets de 1000, puis il y avait des billets de 500 $. Aujourd'hui, ben, il n'y a plus de ça. Ça a été supprimé, ça. Pourtant, quand tu pars en voyage, c'était pas dur d'arriver et mettre 5 billets dans nos poches.
Puis tu arrives là-bas, puis un billet de 1000, hein, tu changes là-bas. Ils vont te donner exactement le change pour ça. Tu n'as pas besoin de carte de crédit. Tes cartes de crédit, tu payes des frais là-dessus, d'administration, ça ne finit plus. Un billet de banque, tu ne payes pas de frais là-dessus. C'est dans tes poches. Hein? C'est identifié par la reine et tu es un sujet de la reine. La reine est là pour te protéger, elle n'est pas là pour te nuire. Mais l'argent scriptural, ça, c'est le gouvernement. C'est différent. C'est le ministre des Finances. Les billets de banque ne créent pas d'intérêt. Les billets de banque ne créent pas d'inflation. Donc, tout ce qui est divisionnaire, comme la monnaie, les cents qu'on appelle, puis les billets, l'argent fiduciaire, ça ne crée pas ni intérêt, ni inflation. Qu'est-ce qui crée l'intérêt de l'inflation? Le scriptural. Parce que ça, il n'y a pas aucune réserve de liquidité. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, à la seconde, hein, ça s'accumule continuellement. Si on regarde le cadran d'endettement mondial, il roule en tabarouette aujourd'hui. Tu regardes, ça ne finit plus. Mais ça ne fait rien. La dette est là. Puis c'est du scriptural. Il n'y a jamais suffisamment de billets de banque pour payer ça. Vous savez, l'argent scriptural, elle a une identité. Si on regarde à l'échelle mondiale, on appelle ça un DTS, un droit de tirage spéciaux. C'est les droits de tirage spéciaux. Donc, la Banque du Canada crée une partie de l'argent scriptural. Mais ce n'est pas elle qui crée, dans le fond, tout l'argent scriptural. L'argent scriptural est créé par les banques privées. Banque nationale, Caisse populaire, CIBC. C'est les institutions financières privées qui créent l'argent scriptural. Ce n'est pas la Banque du Canada. La Banque du Canada, elle se limite, elle, seulement à l'argent fiduciaire, un petit peu scriptural. Elle a un montant limité. Mais la balance, c'est tout du fiduciaire, c'est tout des billets de banque que la Banque du Canada émet sur le marché. Il n'y a aucune banque privée qui émet des billets de banque. Donc, c'est pour ça que quand on parle de prêts sans provision, on va y toucher tantôt, tous les prêts hypothécaires, tous les actes hypothécaires notariés, c'est tout sans provision. Le notaire, là, quand il rédige ton acte hypothécaire, là, c'est une fraude en partant. C'est une fraude. Premièrement, il n'a pas identifié la monnaie. Puis deuxièmement, ton nom il est écrit au complet en lettres majuscules. Il n'a pas le droit d'écrire un nom en lettres minuscules, donc en nom propre. Puis si tu veux lui chatouiller un peu, ton notaire, tu dis, écris donc être humain Jacques-Antoine Normandin, advenant que c'est moi, là. Il ne voudra pas prendre doute. Il va dire, j'ai pas le droit. Et un notaire n'a pas le droit d'écrire un patronyme, un nom de famille, en nom propre. Il est obligé d'écrire au complet, en lettres majuscules, c'est du commerce. C'est une corporation, c'est une entreprise. C'est pas plus compliqué que ça. Les autres le savent. Pourquoi ils ne vous le disent pas, par exemple? Pourquoi les avocats ne disent pas ça? Hein? Puis pourtant, tout se fait sur contrat, et le contrat, c'est ça qui fait foi de la bonne foi des gens qui contractent de gré à gré, hein, une entente sur un achat commercial quelconque. Si tu as acheté une terre, un bloc appartement, je ne sais pas moi, une voiture ou peu importe, puis tu as signé un acte, il faut que l'acte notarié ou le contrat bancaire soit correct, soit légal et constitutionnel. Il faut au moins qu'il soit légal, mais ce qui est de facto est illégal. Donc, le système, il est fait comme ça. Je vais continuer un petit peu parce que... Donc, on était en plein œuvre vexatoire. Je pense que j'ai sauté des paragraphes. On va aller sur loi synonyme de décret. Province, synonyme d'État. Persona, synonyme d'humain. Écoutez, si on parle justement de l'administration de la justice dans ces termes, hein, la justice elle-même fonctionne par des termes juridiques. C'est des termes codifiés. C'est la codification juridique. Ça, c'est un langage entre avocats et juges. C'est le langage du droit. Ce n'est pas un langage qui nous appartient à nous. Quand on passe devant un tribunal, devant un juge ou peu importe, le langage en question, c'est un langage codifié. Et toi, si on dit c'est incompréhensible, frivole et farfelu ce que vous avez écrit, pourquoi? C'est parce que tu ne fonctionnes pas avec leur langage à eux. Pas compliqué. Nous, c'est le langage de la population dans notre société. On parle, on écrit, puis on comprend. Tu n'as pas besoin d'être avocat ou d'être juge là, pour comprendre l'écriture de quelqu'un, hein, ce que quelqu'un veut nous dire. Mais en droit, c'est différent.
La seule chose qu'il y a, c'est qu'en droit, ils ont débordé, comme on dit. Ils se sont tout simplement déconsidérés eux-mêmes dans les expressions qu'ils ont eux-mêmes créées. Exemple, ici, le Québec, c'est un État, en vertu de la loi E20.2, des lois du Québec. C'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Quand on parle de prérogative, on ne parle pas de la prérogative royale, il n'y en a pas. Donc, il n'y a plus de pouvoir exécutif au Québec. Il n'y a plus personne qui peut contrôler le comportement de nos législateurs qui font des lois pour nous fourrer, comme la loi 78, là. Hein, OK? Donc, à partir de là, il y a un sérieux problème. Et quand on dit que le Québec est un État en vertu de la loi E20.2, ce n'est pas une province. C'est drôle que devant les tribunaux, quand vous allez devant les tribunaux, vous regarderez toutes les procédures. Ça commence par Canada, province de Québec, dossier numéro. Donc, puis là, j'ai dit au juge, j'ai dit non, ça, c'est pas bon, ça. J'ai dit, pourquoi vous me trompez? Pourquoi vous ne me dites pas la vérité? Vous me demandez à moi de prêter serment, de vous dire toute la vérité, rien que la vérité, alors que vous commencez en me mentant, carrément. C'est parce qu'ils savent que si on marque État du Québec, OK? S'ils savent que quelqu'un sait que c'est un État, il va chercher, il va dire, où vient la loi? Qu'est-ce que le fédéral a à faire ici? Surtout dans le code criminel. Le code criminel, là, c'est fédéral. C'est pas le code de procédure pénale du Québec, là. C'est pas du civil. Du pénal, c'est du civil à quelque part. Du pénal, tu n'as pas droit à un jury. Criminel, par exemple, tu as droit à un jury. Écoutez, un juge qui est sur un serment de discrétion, serment de confidentialité, qui n'a pas le droit de vous dire la vérité, et qui est coincé dans toute cette infrastructure qui est trompeuse, qui dit que le Québec, c'est une province alors que c'est un État. Vous, quand vous demandez à un juge de vous rendre justice, il n'est pas là pour vous tromper, normalement. Il serait supposé d'être là pour vous dire la vérité, mais ce n'est pas ça qui se passe. Il vous cache la vérité. Et si vous êtes conscient de ça, vous devez lui dire au juge. Et ce qui est important à la Cour, c'est que le mot récusation, c'est un terme qui devrait circuler davantage. Les gens qui ne sont pas satisfaits d'un juge dans l'exercice de sa fonction devant lui doivent demander au juge poliment de se récuser. Il doit quitter la salle d'audience. Il n'a pas le droit de vous rendre jugement. Si vous détectez que le juge est là, en pure délinquance, pas compliqué. Puis un juge est délinquant à la cour. Écoutez, pourtant, il se protège, c'est l'outrage au tribunal tout le temps. Je remarquais dans la philosophie juridique sur différentes lois, ou même l'école de pensée du droit ici au Québec, ils ont mis vraiment ils ont porté une attention tout particulière sur l'outrage au tribunal, parce que l'outrage au tribunal, ça, c'est passible d'emprisonnement. Tu peux faire même jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Tu peux faire jusqu'à 1 an d'emprisonnement. La seule chose qu'il y a, c'est que l'outrage au tribunal comme tel, si tu te repasses devant le juge, il faut que tu expliques au juge qu'est-ce qui s'est passé. Et si tu expliques au juge ce qui s'est passé, puis que le juge est capable de dire c'est faux, ou qu'il n'a pas voulu te dire la vérité, lui il est en outrage à la reine. Outrage au tribunal, c'est rien. Un tribunal, c'est absolument rien. Outrage à la reine, ça, c'est grave. Parce que tu rentres en haute trahison. Le juge est censé être nommé par le gouverneur général, ce qui est faux présentement. C'est le ministre de la Justice qui s'occupe de tout ça. Et le gouverneur général, depuis qu'il est dévolu, depuis 1949, il n'y a plus aucun pouvoir. Il n'y a pas personne qui le sait. Les sanctions royales, c'est bidon. Les sanctions royales, ça n'a aucune portée juridique. Et on regarde Charest de la manière qu'il s'est comporté dans la fameuse loi 78. Dans le fond, c'est n'importe quoi. Cet homme-là, il n'a pas assez ça, c'est un décret. Un décret, c'est tout simplement une décision. Il peut la placer sous forme de sanction, alors que le lieutenant-gouverneur n'a même pas le pouvoir de sanctionner. Je regarde, ils ont passé la fameuse loi C-38 dernièrement ici au fédéral. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, là, parce que ça amende je ne sais pas combien de lois. Et Stephen Harper il a dit que cette loi-là a reçu la sanction royale.
qui est au courant, je lui ai dit que le gouverneur général n'a plus de pouvoir, il n'y a plus d'autorité. Pourquoi qu'il va dire ça sur les ondes de la radio? Pourquoi c'est écrit dans les journaux qu'il a fait sanctionner cette loi-là alors que le gouverneur général est complètement dévolu dans son autorité et dans ses pouvoirs? Il n'y a plus rien. Donc, on continue à se faire tromper. Les gens ne le savent pas. Comment? Est-ce que les autres partis sont au courant? Je ne sais pas. Je vais te dire franchement, j'ai l'impression que les avocats le savent, parce que les partis politiques, généralement, c'est souvent garni d'avocats. Certain qu'il y a des gens de la société, sous les différentes classes de notre société, d'accord, mais normalement, les avocats le savent. Ils ne disent pas la vérité. Je regarde, moi, Pierre Jacob du NPD, dans ma région, dans Brome-Missisquoi, et puis j'ai voulu le rencontrer. J'ai rencontré justement ses attachés politiques et tout ça. J'ai déposé des documents à son bureau ici. Et puis, non, il ne peut pas absolument rien faire. Puis, je pense qu'il est juriste ou quelque chose comme ça. Il ne peut pas rien faire, cet homme-là. Donc, quelle est ma protection à moi? Qu'est-ce que ça donne d'avoir un député fédéral au Québec qui est pas capable de répondre à mes besoins? Parce que moi, je dis la vérité, parce que je lui explique qu'il n'y a pas de loi, puis il n'y a pas de constitution, puis j'aimerais au moins avoir un certain droit. Je voudrais me faire entendre à quelque part. Vous savez, j'étais bloquiste, j'étais à l'administration du Bloc québécois dans Pierrefonds de l'Art. C'est bizarre parce qu'à l'époque où j'étais justement à l'administration du Bloc, à l'époque de Lucien Bouchard et de Michel Gauthier, parce qu'ensuite de ça, j'ai quitté, j'avais jamais même pensé demander à savoir s'il y a eu un amendement à la Constitution canadienne en 82 pour permettre au Bloc québécois d'être à Ottawa sans représenter les provinces canadiennes. Il a représenté seulement le Québec. N'oubliez pas que c'est l'article 50 de l'Acte de l'Amérique du Nord et il y a un article là, de 1 à 6, puis il y a 50 A. 50 A, ils n'ont pas touché à rester là. Mais là, j'ai demandé l'amendement. C'est drôle, on ne m'a pas répondu encore, mais là, j'insiste. Là, je tape sur le clou, je dis, je vais avoir l'amendement. Parce qu'en 91, quand le Bloc québécois a commencé à vivre, a lancé son existence, puis même quand il a été élu, en fin du compte, à Ottawa, pour représenter seulement le Québec, ça prenait un amendement constitutionnel. C'était pas rien qu'un amendement à la loi électorale. Donc, j'ai téléphoné à Élections Canada. Élections Canada m'a expédié la copie de l'amendement à la loi électorale de 1990 qui permettait au Bloc québécois de s'en venir à Ottawa. Mais moi, je cherche tout le temps l'amendement constitutionnel à l'article 50, puis ils ne veulent pas. Et là, quand j'ai fait ma recherche, je me suis rendu compte qu'ils l'ont supprimé. Il n'y a pas eu d'amendement. Ils l'ont tout simplement supprimé, l'article. Comme si c'était périmé ou désuet ou quoi que ce soit. Écoutez, ils font n'importe quoi. Le gouvernement, lui, là, il est censé normalement respecter le pouvoir exécutif de la reine, donc respecter le gouverneur général. Il doit respecter les lieutenants-gouverneurs de chaque province, qui se trouvent à être les lieutenants du gouverneur général. Mais ils ne respectent absolument rien. Ils font n'importe quoi avec la Constitution. Preuve, je vous ai donné la preuve tantôt, l'article 92.1. Ils l'ont supprimé en 68 pour abolir le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur. Puis en 82, ils l'ont ramené sur la table. Ils ont demandé à la reine de l'amendement. Ils ont fait faire l'amendement, puis ils ont fait signer la reine sur l'amendement à l'article 92.1. Écoutez, moi je le sais. Pourquoi la population ne sait pas ça? Pourquoi on ne vous informe pas de ça? Vos pouvoirs sont là-dedans. N'oubliez pas, la Cour suprême du Canada, là, RCS 31-1951, le disait. Hein, c'est le juge Rinfret qui le disait lui-même. La Constitution du Canada n'appartient ni au Parlement du Canada, ni à la législature du Québec. Elle appartient au pays. C'est en elle que les citoyens trouveront la protection des droits auxquels ils peuvent prétendre. Où sont vos droits aujourd'hui? Si je ne vous enseigne pas ça, si je ne vous l'explique pas, allez-vous le savoir? Allez-vous être capable de trouver un moyen ou une solution à vos problèmes contre le gouvernement? Tu sais, est-ce que vous n'avez assez de payer de l'impôt? Est-ce que vous voulez être taxé davantage? C'est drôle, ici, le gaz est à 1,19 le litre. Tu arrives à Cowansville, puis il est à 1,25, 1,28.
On est dans le même pays. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au Québec, je n'ai pas le droit de venir me défendre ici à Ottawa? Mais là, je les attends, par exemple. Parce que vous savez une chose, si le fédéral n'est pas capable, puis ça, je l'ai dit au bureau de Harper puis au bureau du ministre de la Justice, j'ai dit, on paie des taxes et des impôts, hein, nous, les Québécois, ici à Ottawa, sans aucun service, parce que vous administrez l'assurance chômage, parce que vous administrez les fonds de pension. C'est vrai, les fonds de pension, c'est généreux. Ma mère, elle reçoit 1 112 $ par mois du fédéral et 149 $ par mois du Québec. Écoutez, maudite différence. Et à qui on paye le plus? Est-ce que c'est au fédéral? Non. Au Québec. Voyez-vous, pour ma faillite, là, justement, parce que je suis en train de planifier quelque chose là-dessus, parce que pour moi, je planifie toutes sortes de choses. Et puis, ça, c'est dans une compagnie. J'ai décidé d'entrer dans une faillite avec quelqu'un. OK? C'est des amis à moi. Et puis, lui, c'est un entrepreneur en construction. Et là, j'ai dit à l'entrepreneur, j'ai dit, tu fais faillite? Bon, mais j'ai dit, regarde, je vais faire faillite avec toi. Il dit, c'est correct. Fait qu'on est allé voir le notaire et puis il m'a placé sociétaire dans sa compagnie. Et là, il a décidé de faire faillite. Donc, je suis obligé de faire faillite. Je suis arrivé avec tout mon patatin d'être humain. Écoute, le syndic de faillite, il n'a pas aimé ça. Là, il a décidé de dire, il dit, Jean-François, ton fils et toi, vous faites faillite, mais pas lui. C'est bizarre, ça. Société non collectif, là, on est solidairement responsable de la dette. On est tous supposés de faire la même faillite de la même façon. Ils sont supposés venir chercher mes biens autant comme ils vont chercher leurs biens à eux, là, à ces deux-là. Pas tout. Il dit, toi, tu ne fais pas faillite. Mais par contre, quand il m'a donné mon fameux rapport, parce que la première fois, on s'est rencontrés très vite, on n'a pas eu le temps de discuter trop, j'ai donné juste quelques informations de façon à ce qu'il fasse sa recherche. Et là, il est arrivé avec de l'impôt que je dois payer, 39 000 $ que je dois payer au Québec et 12 000 $ au fédéral. Hein? Alors qu'au fédéral, ma mère, elle retire 1 119 $ par mois, puis au Québec, elle retire 149 $. Moi, ici, je paye 12 000 $, ce qu'ils réclament, puis ils réclament 39 000 au Québec. Écoute, on est quoi? On est tanné? Non? Je pense que oui. À quelque part, là, je pense qu'il faut se réveiller. Ici, là, il faudrait que ce soit rempli. Il faudrait que tout le monde comprenne ça. Il faut que je l'explique. C'est malheureux, je suis rendu, mon Dieu Seigneur, je déborde parce que je ne suis pas mon ordre du jour, mais je suis tellement discipliné, excusez-moi. On va continuer. Donc, si on a parlé de l'anticonstitutionnalité de l'Assemblée nationale, l'administration de la justice du Québec, on a parlé aussi de la dévolution de la couronne, vous vous en souvenez. L'anticonstitutionnalité de l'Assemblée nationale, ça va de pair avec l'anticonstitutionnalité de l'administration de la justice. Parce que l'administration de la justice est créée par l'Assemblée nationale. C'est créé comme la loi des tribunaux judiciaires du Québec, c'est la loi T16. Donc, la loi T16 vient de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale est anticonstitutionnelle, la loi A23.1, puis quand bien sûr, c'est pas une loi, parce qu'il n'y a pas de constitution ici, on a un sérieux problème pour ce qui est de la loi T16, la loi des tribunaux judiciaires, qui vous juge, et les avocats passent ensuite de ça avec des huissiers pour vous enlever vos biens, saisir vos comptes bancaires, parce que vous n'avez pas payé vos impôts. Alors que l'impôt, il n'y a pas de loi, c'est dit dans la loi qu'il n'y en a pas de loi. C'est dit dans la loi elle-même. Imaginez-vous, ils se servent du mot loi pour dire qu'il n'y a pas de loi. C'est d'un ridicule absolu. Puis nous, ben, on est là devant ça, puis on ne dit pas un mot. On ne sait pas quoi faire. Les gens qui viennent dans les conférences, ils disent souvent, écoute, c'est des solutions qu'on cherche. On veut avoir des moyens. Apportons-nous des moyens de régler ça. Mais je pense que Denis, tu as une bonne idée, et il y a d'autres gens aussi qui ont des bonnes idées. Je pense que l'important, c'est de se serrer les coudes, puis c'est de se placer derrière moi. Moi, je suis, comment je peux dire, je suis la cible. Vous comprenez? Je suis un peu le leader au bout de la ligne. Donc, garochez-moi le plus loin possible. Sauf que moi, je suis un petit poisson, mais quand je rentre dans le corps d'un gros poisson, je suis un virus. Je le détruis, puis après ça, je vais en détruire un autre. Mais il faut faire ça comme ça. Tant qu'on ne m'arrête pas. C'est la seule façon de faire. Écoute, rendu à 61 ans, on perd quoi? À vouloir aider le monde. Je
pense qu'on perd rien, au contraire. Je pense que ce qu'on doit enseigner, ce que je dois enseigner, bien, il faut que les gens, qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent comprendre ce que j'enseigne là. Écoutez, on parle d'évolution de la couronne, l'absence juridique des lois de facto, article 15 du Code criminel. Ah, ça c'est intéressant. Quand on parle de loi de facto, c'est des lois qui sont anticonstitutionnelles. C'est des lois hors la loi. De facto, c'est de fait. OK? C'est ça que ça veut dire. C'est un mot latin qui veut dire de fait. L'opposé de facto, c'est de iure. De iure veut dire de droit. Donc, tout ce qui est de facto n'est pas de droit. De droit veut dire effet de droit. Hein? C'est un effet de droit. Donc, tout ce qui est effet de droit est juridique. Ce qui n'est pas juridique n'est pas effet de droit. Donc, s'il n'y a pas d'effet de droit, il n'y a pas de juridique. Les tribunaux judiciaires, s'ils sont de facto, ils ne sont pas de droit. Donc, la loi T16 n'est pas de droit. L'Assemblée nationale n'est pas de droit. Qu'est-ce qui fait que c'est des lois de facto? Comment? Qu'est-ce qui fait que c'est des lois de facto? C'est qu'il n'y a pas de constitution, première des choses. Une loi de facto, si elle est contraire à la constitution du pays. Moi, quand on parle de loi de facto, premièrement, on sort la constitution du Canada. Puis ça, là, Jean Chrétien, là-dessus, là, il est extraordinaire en disant que la Constitution du Canada, c'est la plus belle constitution au monde. Et je n'ai pas de misère à croire ça. Tu rouvres la Constitution, et là, tu vas voir qu'il y a vraiment, c'est bien établi. Tu as le pouvoir exécutif et tu as le pouvoir législatif. Tu as tout simplement les charges ou les responsabilités de chacun à l'intérieur de la Constitution. S'il n'y a plus de pouvoir exécutif et que toi, tu es monarchiste, hein? C'est pas dur d'être monarchiste. Tu te réclames de ton droit monarchique comme être humain en vertu de l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada. Pas compliqué. Si tu es monarchiste, automatiquement, tu te places sous l'autorité de la reine. Puis la reine n'a plus d'autorité. Hein? La reine d'Angleterre paye de l'impôt depuis 1993. Le gouverneur général va commencer à payer cette année. Les lieutenants-gouverneurs, je parlais avec Lise Thibault, justement, parce que c'est moi qui pilote son dossier. C'est pas pour rien qu'à l'avance, quand même, tranquillement. Mais le gouverneur général, le lieutenant-gouverneur, ici, le gouverneur général va payer de l'impôt. Le lieutenant-gouverneur, il en paye depuis un bout de temps. Pourtant, c'est le lieutenant du gouverneur général. Et la reine paye l'impôt. Quand tu payes l'impôt, tu payes de l'impôt au nom du souverain. Vous savez ça, hein? T'imagines-tu le gouverneur général, toi, qui décide de dire, regarde, M. Normandin, il m'a dit qu'il n'y a pas de loi de l'impôt, je ne veux pas en payer. Hein? Il n'y a pas de loi d'impôt, je ne veux pas en payer. Tu vois-tu, le gouverneur général va recevoir une lettre, au nom du souverain, vous allez payer de l'impôt. Alors que c'est lui le souverain. Et c'est la même chose qui se passe présentement dans le fameux dossier de Lise Thibault, l'ancienne lieutenant-gouverneur du Québec, qui, elle, a décidé de dire, écoute, la souveraine ne peut pas se poursuivre elle-même. Vous savez, on lui reproche d'avoir gaspillé 70 000 $ par année pendant 10 ans, c'est 700 000. Mais moi, là, pour ma part, moi, j'en aurais donné 700 millions. Pas compliqué. Ça ne nous aurait pas coûté une cent de taxes. Elle ne sera pas beurrée, elle, là. Ils l'ont beurrée, c'est pas compliqué de A à Z, là. Hein? Elle est paraplégique, elle est en chaise roulante, cette femme-là. Imaginez-vous qu'elle ne savait même pas qu'elle a un jurisconsulte pour la protéger contre tous les abus de la justice et du droit. Le fameux jurisconsulte, c'est Claude Bisson, d'un cabinet d'avocats éminent à Montréal. C'est le même jurisconsulte que le jurisconsulte de l'Assemblée nationale. Écoute, il était censé la protéger. C'est drôle qu'elle est obligée de se payer un criminaliste elle-même pour se défendre sur la poursuite judiciaire qui ont intenté contre elle. Elle me contait, Mme Thibault, que son chauffeur privé avait des meilleures conditions de vie qu'elle. Écoute, il y avait la maison, il y avait un paquet d'affaires et tout ça, alors qu'elle n'avait pas ces privilèges-là. Vous savez, dans la fameuse corruption dans l'industrie de la construction, elle a un pouvoir, elle a tout simplement un rôle protocolaire, c'est pas supposé. Elle est supposée avoir un rôle actif et politique dans notre système ici. Non, c'est seulement protocolaire. Et elle me disait qu'elle assistait à peu près à toutes les assemblées ou conférences ou cocktails, si vous voulez. Et elle dit, tout le monde qui passe à la commission, elle les a toutes vues. C'est tout avec le gouvernement. Vous allez être surpris tantôt, là, si on réussit
J'espère qu'on a le temps. Hein? On peut aller où on veut avec ça. Là. Fait que, on va s'amuser. Mais cette fameuse dame-là, là, on l'a salie, on l'a beurrée. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est pas pour rien que le barreau du Québec a fait de faire détester la monarchie dans tout le Canada d'un océan à l'autre. Parce qu'on dit bien le barreau sous son empire, vous allez le voir. Et le barreau, quand on parle de termes juridiques, si le barreau se considère un empire, c'est que c'est lui qui règne au Canada. Et là, j'en ai la preuve. Et c'est quand même à l'article 1 de la loi du barreau du Québec. On va continuer parce qu'on va commencer à jouer sur les petits bébelles, là. Donc, donc quelqu'un qui a un problème et qui conteste les lois devant les tribunaux, la première des choses, quand il arrive en cour ou n'importe qui arrive devant un juge, il va vous demander de vous identifier, mais avant de vous identifier, il va vous demander de prêter serment. Vous devez refuser de prêter serment. Il n'y a pas personne qui doit prêter serment à la cour. Quand tu dis prêter serment, tu dis je jure de dire. Oui, tu ne. On n'est pas obligé. Tu n'as pas le droit. C'est pas que tu n'es pas obligé. C'est que le juge, en vertu de l'article 16, peut te soustraire de ça. Si tu soustrais de ça, tu n'es pas là. Tu peux dire n'importe quoi, tu n'es pas là. Il ne tient pas compte de ta déposition. C'est pas compliqué. Si te demande de prêter serment et que tu ne veux pas prêter serment, là, c'est l'article 299 du Code de procédure civile qui s'applique. Et automatiquement, parce qu'il ne peut pas prendre ta déposition, parce que tu refuses de prêter serment. Ce qui est important de comprendre, par exemple, c'est qu'il faut dire au juge, écoutez, je ne peux pas prêter serment. Il n'y a pas de constitution au Québec. La loi T16 est une loi inconstitutionnelle et même anticonstitutionnelle. C'est la loi des tribunaux judiciaires et la loi du Conseil de la magistrature du Québec. Donc, je ne peux pas prêter serment. Si je vous prête serment, c'est que je vous accorde la juridiction nécessaire pour me juger, alors que vous n'avez rien dans la Constitution qui vous permet de me juger. Et ça a été révélé comme ça dans un procès le 16 janvier dernier à Sherbrooke devant le juge Godbout. Pas Godbout, devant le juge Martin Bureau, excuse, qui est juge coordonnateur à la Cour supérieure du Québec dans le district judiciaire de Bedford, Saint-François et Mégantic. Donc, c'est quand même la région de Jean Charest. C'est tous des petits amis, ça. Vous comprenez? Donc, écoutez, je n'ai pas prêté serment. On a quand même été condamnés. Mais il y a eu un aveu extraordinaire qui s'est fait lors de ce procès-là. C'est que Maître Danny Galarneau, qui représente l'Agence de revenus du Québec, est allé dire qu'il n'y a pas de reine ici, au Québec. La monarchie s'est abolie depuis longtemps. Écoute, dire ça à la cour, au micro, c'est enregistré. C'est extraordinaire. Parce qu'automatiquement, il a dit qu'il n'y a plus de pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir législatif, ces requins-là peuvent faire n'importe quoi, n'importe où, ici au Québec, avec n'importe qui. Donc, j'ai mon client, c'est-à-dire le fils de mon client, mais c'est mes deux clients quand même. Lui, il a bondi parce que je lui ai expliqué ce que c'est que la monarchie. Et là, c'est certain qu'il connaît ses droits ici, comment se protéger avec la monarchie. Il a fait un saut. Il s'est levé, il a pointé le juge du doigt et il lui a dit « T'es un traître. Tu n'as pas le droit. » Il dit « C'est la reine que vous êtes censé représenter ici. » Puis il avait raison. C'est l'article 96. Et les tribunaux appartiennent à la reine. Ils n'appartiennent pas au pouvoir législatif. Ils n'appartiennent pas au ministre de la Justice, ni au procureur général, ni à qui que ce soit. Ils appartiennent à la reine. Mais c'est plus ça. Maître Galarneau, il l'a dit. La monarchie est abolie ici. Donc, moi, j'ai dit au juge, là, je l'ai expliqué parce que lui, il s'en allait. Là, les gardiens de cour, ils ne savaient plus quoi faire. Ils le regardaient aller, puis lui, il criait, il était rendu à la porte. Le juge était complètement désorganisé. Là, j'ai dit à JF, reviens t'asseoir. J'ai dit, je vais y expliquer au juge. Fait qu'il n'est pas parti, il est venu s'asseoir. Et là, j'ai expliqué au juge qu'il était en haute trahison. Et là, bien, on a logé plainte au criminel contre le juge. La Sûreté du Québec a accepté. On a 2 plaintes de loger dans 2 dossiers différents contre le procureur général du Québec, contre des juges et contre des avocats, contre des huissiers. Je les ai. La seule chose qu'il y a, c'est que la Sûreté du Québec ne veut pas aller jusqu'au bout de sa fonction. Donc, elle est en prévarication présentement. Et elle refuse d'exercer les pouvoirs de sa charge, de compléter le mandat
qu'elle possède présentement à avoir signé l'événement criminel en question. Mais ça ne fait rien. Je le garde en réserve. Parce que le Québec, ici, ne peut pas se juger lui-même, alors que les juges sont tout simplement complètement inconscients. Ils font n'importe quoi. Ils se jugent eux-mêmes. Ils font n'importe quoi avec n'importe qui. Ils refusent des témoignages. Ils refusent des preuves. Moi, j'ai des témoignages de beaucoup de gens, parce qu'on me connaît quand même, là, devant les tribunaux. Ils savent où je suis rendu. Et souvent, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, regarde, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Il n'y a rien qui me surprend. Mais, tu sais, j'ai pour mon dire, écoute, quelle sorte de justice. Quand j'entends, quand j'écoute, là, je regarde la télévision, puis à la radio, et j'entends toutes sortes de choses qui fait que, l'impartialité des juges et tout ça, oubliez ça, là. Tu sais, qu'on arrête de jouer du violon, là, qu'on vienne les deux pieds à terre, puis qu'ils nous disent carrément qu'on se fait fourrer par eux autres, là. C'est du commerce à justice. C'est drôle, quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est complexe, hein? Bon, oui. Des fois, tu utilises des termes qu'il faudrait que tu définisses dans les... Denis, je sais, mais j'ai... Ça prendrait 3-4 jours. La petite broche, là, donc, il y avait ça, tout ça. Encore? Non, t'es non. Oh, excuse. C'est donc ça. 1, 2, 2. C'est bon. OK, on va continuer à respirer. Ceux qui n'ont pas d'argent, mais c'est justement, tu vas passer en cours et puis, mettons que le juge accueille une requête en... C'est-à-dire qu'il rejette une requête en irrecevabilité de tes opposants. OK? Donc, toi, tu es en cours, tu poursuis quelqu'un, eux autres, ils disent que c'est irrecevable.